Nous allons parler donc ce soir de la disponibilité. Alors, donc qu'est-ce que ça signifie être disponible? Pour le sens commun, être disponible, ça signifie simplement être ouvert à des opportunités, euh, c'est-à-dire ne pas être attaché par un engagement, hein, ou par un contrat. Hein, justement, d'où le succès des offres télécom des offres sans engagement, hein, puisque justement, les clients n'aiment pas trop s'engager, aiment bien être disponibles. Euh, et donc, c'est une forme, on va dire, une forme de liberté qui est donc détachée de toute forme d'engagement. Donc, celui qui est disponible est ouvert pour autrui, pour le monde, et puis pour lui-même également. Hein. Donc, il y a à la fois, on peut dire que c'est un état à la fois passif et actif. Bon, passif, parce qu'en général, quand on est disponible, a priori, on fait rien, même si, bon. Mais actif en même temps parce que il y a une tension. Hein, on est tendu vers l'extérieur, euh, ou vers l'intérieur d'ailleurs. Mais il y a une forme de tension. Euh, donc, a priori, celui qui est disponible n'est pas pris par n'est pas occupé, n'est pas pris par une activité, par une tâche, par une occupation. Euh, mais il n'attend pas non plus quelque chose de particulier. Il est pas en demande. Il n'est pas dans le besoin, voire il n'est pas même dans le désir. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on va se contredire assez rapidement, parce qu'en fait, on peut, je dirais, être dans un état général de disponibilité tout en étant momentanément occupé. Hein. C'est par exemple, voilà, les gens qui... Alors, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais il y a un certain nombre de managers dans l'entreprise qui disent, écoute, ma porte est toujours ouverte. Hein. Alors, ils sont toujours occupés, mais ils disent, je serai toujours disponible pour toi. Alors, je ne sais pas comment on peut le prendre, ils se sont vraiment disponibles ou c'est juste un effet d'annonce. Hein. Toujours est-il qu'on peut imaginer qu'on soit disponible pour autrui tout en étant euh, occupé. Euh, et donc, on va s'interrompre volontairement, voire joyeusement, pour se rendre disponible aux diverses sollicitations dont nous sommes l'objet. Alors, évidemment, les sollicitations, il y en a beaucoup, surtout aujourd'hui, d'où l'idée justement de sélectionner, je dirais, son ouverture, faire un tri dans les disponibilités. Hein. Euh, donc, euh, donc, on peut être donc sollicité par, je sais pas moi, par exemple le chant des oiseaux, par autrui, un ami qui me téléphone, ou même par moi-même. Hein. Par exemple, je suis en train de faire quelque chose et j'ai une idée qui me vient subitement. Et donc, je me rends disponible à cette idée. Et donc, je dirais que la personne qui est disponible, elle est toujours déjà engagée, ce qui est déjà une contradiction. Olivier, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'on entend tout chez vous là. Vous m'entendez, Olivier? Oui, 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 je vous entends. Voilà, c'est un peu perturbant, merci. Euh, Désolé. donc, on est disponible. Euh, oui, non, je dirais que le disponible, il est toujours déjà impliqué dans un dialogue en filigrane, ne serait-ce qu'un dialogue à lui-même. Hein. Et alors, ça paraissait paradoxal de dire ça, parce qu'en général, si on est impliqué, on n'est justement pas disponible. Mais en fait, ça s'explique parce qu'il faut, pour dialoguer avec soi-même, il faut avoir une disponibilité à soi-même. Et c'est ce qu'on pourrait appeler penser. Hein. Penser, finalement, pour reprendre la définition originelle de Platon, qui était le dialogue de l'âme avec elle-même, eh bien, pour dialoguer avec soi-même et pour penser, donc, il faut être disponible à soi-même. Et alors, on peut comprendre, et ce dialogue à soi-même, comme le disait
comme le disait Pascal, il est problématique parce que quand on dialogue avec soi-même, souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est surtout c'est le vide, hein, le néant. Quand on se contemple soi-même, on voit beaucoup de néant. Et donc, ça nous fait peur. On essaye de l'éviter. Et du coup, on va justement éviter d'être disponible à soi-même. Donc, on va s'occuper, on va être accaparé par le monde, et ça va bien nous arranger. On va être accaparé par des activités incessantes. Et, euh, et donc, on va trouver toutes sortes de moyens pour éviter le dialogue de soi à soi, pour les raisons que j'ai évoquées. Alors, il peut y avoir d'autres raisons. C'est aussi parce qu'il y a pas mal de personnes qui se trouvent assez peu intéressantes, hein, grosso modo, qui s'ennuient avec elles-mêmes. D'autres parce que, je disais, elles ne veulent pas contempler leur néant, qui est une perspective assez angoissante quand même pour la plupart d'entre nous. Et finalement, si on apprend à être disponible à soi-même, eh bien, on peut apprendre à s'écouter et donc à écouter sa raison d'abord, évidemment, cet autre nous-mêmes qui nous donne aussi accès à autrui, puisque c'est par la raison qu'on accède au sens commun et qu'on peut dialoguer avec autrui dans un dialogue, on va dire, rationnel. Et donc, écouter, je dirais, la raison en soi, alors c'est ce que Kant appelait aussi le moi transcendantal, hein, qui fait face au moi empirique. Hein, il y a le moi transcendantal, on va dire, c'est le pur sujet pensant, hein, on pourrait appeler ça un pur philosophe, qui est en chacun de nous, mais souvent il est un peu brimé, on va dire, il est pas mis en valeur et qui fait face au moi empirique. Alors celui-là, on le connaît bien, par contre, hein. C'est lui qui est plein de désirs, plein de besoins, d'espoir, donc de crainte aussi, comme dirait Spinoza. Voilà, qui est plein de machins qui nous font aller un peu dans tous les sens. Voilà. Et donc, écouter la raison en nous, finalement, c'est accepter une forme d'altérité qui serait, je dirais, assez exigeante, donc non complaisante. On pourrait rapprocher de ce que Nietzsche appelait ça penser avec son meilleur ennemi, hein, ou penser contre soi-même. Et cette raison que nous avons en nous, eh bien, c'est aussi une espèce de garde-fou contre les débordements de notre subjectivité qui parfois nous fait penser ou faire des choses assez folles. Et donc l'idée, c'est pas de supprimer l'un l'autre, mais c'est de les mettre plutôt en dialogue. Et pour ça, il faut se rendre disponible à soi. Parce que quand on n'est pas disponible à soi, eh bien, on va dire, on est plein de soi, mais du soi empirique, c'est-à-dire voilà, on pourrait appeler ça la sincérité, par exemple. Hein. Le sincère, il est plein de lui-même. Hein. Il est complètement collé à lui-même. Euh, alors, il peut être soit il peut s'indigner, par exemple. En général, quand on s'indigne, on est tout à fait sincère dans son indignation. Ou alors il peut s'émerveiller, hein, il peut être enthousiaste. Il peut être dans différentes attitudes, mais le propre des attitudes, c'est qu'elles n'ont pas de distance avec elles-mêmes, et comme dirait Sartre, il y a une forme d'englument. Hein, et s'il y a englument, on voit bien qu'il n'y a pas de disponibilité, hein, puisqu'on n'est pas libre finalement de nos mouvements de pensée quand on est englué. Alors, donc pour ceux que le concept de mauvaise foi équivalent à la sincérité, ça choque un peu. Hein, voilà, je vous renvoie à L'être et le néant, où le Sartre explique bien ce phénomène de la sincérité, où on voit dans le passage du garçon de café notamment, hein, qui est tellement diligent, qui est tellement justement plein de sollicitude pour ses clients, qui vole d'une table à l'autre. Il est tellement dans son rôle de garçon de café qu'il en oublie que le garçon de café, ce n'est qu'une fonction, hein, et que s'il n'était pas garçon de café, il serait autre chose, et il a toujours le choix de se choisir un projet d'existence. Voilà.
Alors, être disponible, hein, c'est aussi savoir suspendre des phénomènes automatiques ou impulsifs, comme par exemple nos jugements hâtifs, hein, nos jugements hâtifs ou notre sentiment d'évidence, pour, je dirais, regarder une chose à fond, pour examiner ce que les choses ont à nous dire, hein. Et là, on peut se référer par exemple à la phénoménologie, hein, dont les phénoménologues ont cherché à revenir à l'origine du phénomène, le painoménon en grec, ce qui apparaît, et je dirais, non pas à percevoir, mais à se tenir devant le monde avant la perception pratiquement. Ils ont cherché à définir l'essence de la donation du sens, de la donation du phénomène, c'est-à-dire la manière dont le phénomène se donne au sujet. Alors bon, c'est une entreprise un peu théorique qui a nécessité beaucoup de développement conceptuel, hein, ce qui est assez paradoxal pour quelque chose qui est censé être avant la pensée. Mais en tout cas, il y a l'idée, en tout cas, de suspendre son jugement, hein, c'est ce que les Grecs appelaient l'époké. C'est une idée qui vient des stoïciens, pour examiner une chose à fond, se laisser porter par un raisonnement, par une déduction, et être disponible pour penser, c'est-à-dire une des fonctions de pensée, c'est par exemple abstraire, hein, c'est-à-dire voir le général dans le particulier, afin d'embrasser d'un coup une réalité plus vaste que la multiplicité des choses empiriques, ce qui nous permet justement de nous détacher quelque peu de l'emprise que la réalité peut avoir sur nous, hein. Donc il y a toujours cette idée dans la disponibilité d'une forme de détachement, et qui peut passer donc par l'abstraction, d'une forme aussi de dépouillement, hein, puisque pour se rendre disponible, évidemment, il faut s'alléger. Pour s'alléger, ben, il faut enlever tout ce qui pèse, tout ce qui est lourd. Et donc, par exemple, l'abstraction ou la catégorisation est une des manières finalement de s'alléger, puisque d'une seule catégorie, on embrasse tous les particuliers qui sont subsumés, comme disait l'autre, c'est-à-dire qui sont inclus dans une catégorie générale, hein. Et donc, alors, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, hein, ce que je dis justement, mais ça peut être vu comme une manière de se rendre disponible par rapport justement au monde qui pourrait nous capter, quoi. Voilà. Alors, une autre manière d'être disponible, c'est aussi d'accepter de voir, hein, accepter de voir, et notamment accepter de voir les problèmes, notamment les problèmes. Alors là, je me rapproche de la pratique philosophique, les problèmes qui émaillent notre discours. Alors ça, moi, c'est un peu ma spécialité, hein, c'est de voir les problèmes dans votre discours. Et donc, évidemment, si vous ne voulez pas voir, si vous ne voulez pas que je vous questionne, si vous ne vous laissez pas, entre guillemets, pénétrer par le questionnement, si vous ne vous rendez pas disponible au questionnement, bah, vous n'allez pas voir, hein. Alors, bon, ça pourrait être dommage, mais en tout cas, être disponible, c'est aussi être disponible. C'est pas que être disponible pour les choses agréables, hein. Il y a des choses aussi qui sont un peu parfois désagréables, comme voir donc les problèmes. De se rendre disponible à la critique, à la réfutation, et donc accepter aussi une certaine forme de dépossession. On pourrait même aller jusqu'à dire une forme de mort, hein, pour être un peu morbide, mais en tout cas une dépossession de ses idées, hein, pour s'en détacher, pour ne pas leur donner plus de valeur qu'elles n'en sont, pour ne pas nous attacher trop à nos idées, ce qui pourrait avoir comme conséquence qu'on devienne par exemple rigide, hein, ou qu'on ne supporte pas que nos idées soient exposées, ou qu'elles soient pillées, ou Jay, vous voulez bien fermer votre micro, s'il vous plaît? Qu'elles soient exploitées, etc. Alors non, a priori, justement, le principe, c'est qu'une idée, une fois qu'on l'a, bon, bah, elle ne nous appartient plus,
hein, elle ne nous appartient plus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que les idées nous appartiennent? Est-ce qu'on crée vraiment des idées, hein? C'est discutable, hein. On pourrait dire que non, on ne crée rien, on ne crée jamais d'idées, on ne fait que les voler à quelqu'un, ou on ne fait que les voler à l'air du temps, hein. Finalement, il y a peut-être que Dieu, hein, qui crée des idées, ou qui crée quoi que ce soit d'ailleurs, hein. Alors, vous allez me dire, il y a les artistes, hein, aussi, ils créent. C'est vrai que les artistes, ils créent. Bon, mais maintenant, comme on a l'intelligence artificielle qui va bientôt remplacer les artistes, hein, qui va créer, hein, finalement? Parce que l'intelligence artificielle, en fait, on a l'impression qu'elle crée, mais elle ne fait que recombiner des choses existantes, hein. Donc finalement, on pourrait dire, bah oui, nous aussi, on ne fait que recombiner des idées qu'on a glanées, ça et là. Mais justement, pour recombiner et pour avoir des idées, il faut se rendre disponible, justement, aux idées qui sont là, et quand elles ne sont pas là, il faut aller les chercher, justement. Donc, je disais accepter de se déposséder de ces idées, de ne pas s'identifier à elles, hein. Ce ne sont que des idées, ce ne sont pas nos enfants. D'ailleurs, même nos enfants, il faudrait accepter de s'en détacher, hein, parce que ça pose un nombre de problèmes d'être trop attaché à ses enfants. Je fais un clin d'œil à tous les parents ici. Voilà. Donc, l'idée, justement, c'est que, par exemple, si on prend un personnage, par exemple, le penseur, eh bien, s'il veut penser, eh bien, il doit être ouvert à la discussion, toujours ouvert avec la discussion avec quelqu'un qui pourrait venir l'interrompre dans sa réflexion, hein. Il y a l'idée que, a priori, quelqu'un qui pense, il doit toujours être content que quelqu'un vienne l'interrompre dans son monologue, ou en tout cas, il essaye de dialoguer avec lui-même, mais c'est pas toujours facile. Et le problème, c'est que souvent, ce dialogue se transforme en monologue, hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu des profs de philo, mais peut-être un prof de philo, il fait souvent un monologue, hein. Et il y a certains profs, ils ne supportent pas d'être interrompus, hein. Vous n'allez pas leur poser une question, non, ça se fait pas, hein. Bon, alors ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, hein. Mais bon, l'idée que de dire on est tous les enfants de Socrate, et cetera, et de s'offusquer parce qu'on vous pose une question, ça fait un peu paradoxal quand même, vous voyez? Socrate est le père de la philosophie, mais tous ses enfants, par contre, ils font le contraire de ce que Socrate disait. Enfin bon, c'est un autre débat. En tout cas, je propose que l'idée que Socrate était éminemment disponible, justement. Était disponible à tout un chacun dans la rue. Bon, le problème, c'est qu'il attendait que les autres soient disponibles aussi, puisqu'il allait les embêter avec ses questions, hein. Alors les autres, justement, eux, ils n'étaient pas disponibles, mais il les forçait un petit peu à s'occuper de leur propre pensée en leur posant des questions qu'ils ne pouvaient pas ne pas écouter, parce qu'il y a quelque chose chez l'être humain qui fait que quand on lui pose une question qui touche au cœur de son existence, à son être, bah, finalement, il ne peut pas ne pas se rendre disponible, quoi, hein. Il est comme happé par la pensée aussi, si vous voulez. Alors, fort heureusement, d'ailleurs. Voilà. Donc, une interruption justement de ce monologue, donc ça sera une occasion d'introduire un tiers dans le dialogue, et de lui porter attention, hein. Alors, ça ne veut pas dire que l'attention qu'on lui porte est exclue d'exigence, hein, c'est même plutôt le contraire. Et donc, l'idée dans la disponibilité, justement, c'est de ne pas non plus tomber dans l'extrême disponibilité, parce que si on est trop disponible, c'est comme quand on est trop tolérant, hein, c'est le même problème, on accepte tout, et puis on finit par accepter l'inacceptable, hein. Donc il y a des choses pour lesquelles il faut sélectionner notre disponibilité, hein. Alors chacun, évidemment, fera ses choix, mais le problème, c'est que les choix souvent sont inconscients. Quand les choix sont inconscients, c'est là où ça pose problème, hein, parce que, par exemple, quand on ne se rend disponible que pour l'urgence, vous savez, ça n'a pas de sens, parce que l'urgence, c'est pas une valeur, l'urgence. On ne peut pas dire que la première chose qui arrive, c'est une valeur, c'est quelque chose qui est complètement impulsif. Si on se laisse accaparer je sais pas moi, par exemple, par les nouvelles technologies, très rapidement, on va être submergé, hein. C'est comme les gens qui reçoivent 400 emails par jour, vous êtes obligé de faire le tri, quoi. Donc on peut pas dire qu'on est complètement disponible.
D'où l'idée, donc, je dirais, de créer un peu des formes de tri, de cribles, qui vont nous permettre de nous rendre disponibles pour des choses qu'on va juger bonnes pour nous, hein. Alors moi, je prêche pour ma paroisse. Moi, ce que je juge bon pour moi et pour nous, c'est de se rendre disponible pour le dialogue, pour penser, pour la réflexion existentielle, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, évidemment, hein. Donc l'idée, c'est par exemple de se rendre disponible, évidemment pour ses proches, pour l'attention qu'on peut leur porter, pour les gens qui sont dans le besoin, pour l'art, pour les différents arts, hein. Voilà, donc je dirais que ce serait pas mal d'avoir une disponibilité assez large pour des choses, grosso modo, qui nous développent, qui nous élèvent, pour reprendre une idée de Spinoza, qui développe notre puissance d'exister, hein, ce qui en général provoque de la joie. Mais comme je disais tout à l'heure, être disponible, c'est pas être complètement passif. Et par exemple, dans le cadre d'un dialogue, c'est pas écouter béatement quelqu'un, hein, parce qu'on peut avoir une disponibilité, mais qui est exigeante. C'est la raison pour laquelle moi je pense que le disponible doit questionner, ce qui implique qu'il peut être intrusif, hein. Il est disponible pour vous, mais justement, étant disponible, il voit des choses. Et voyant des choses, eh bien, il se fait un devoir pratiquement éthique de les montrer, hein, surtout pour celui qui ne semble pas les voir. Donc ça, c'est un peu l'éthique socratique, c'est-à-dire alors, ça peut s'appliquer à la vérité, hein, c'est-à-dire de dire la vérité quand on la voit, quoi qu'il en coûte. Alors, c'est pas complètement quoi qu'il en coûte, parce que on va pas dire une vérité, par exemple, qui serait inutile ou qui serait mauvaise, dans le sens qui serait néfaste, quoique, hein. Mais en tout cas, la question se pose, une fois que la chose est jugée vraie, la question se pose vraiment de la dire ou pas. Mais il y a toujours, en tout cas, une première impulsion pour la dire. Donc, il faut donc être exigeant dans sa disponibilité, questionner, parce que si on était disponible à tout et tout le temps, sans discernement, eh bien, on deviendrait éparpillé, déconcentré et donc chaotique et complètement indisponible pour le coup, hein. On deviendrait confus et la confusion est une forme assez classique, je dirais, la confusion mentale d'indisponibilité, hein. Celui qui est confus, alors peu importe les raisons d'ailleurs, hein, on peut être confus parce qu'on n'a pas l'habitude de penser, parce qu'on veut penser 3000 choses à la fois, parce qu'on est précipité, ou parce qu'on a une forme de chaos émotionnel, hein, on est en colère, on a peur, etc. Tout ça rend le sujet éminemment indisponible, à la fois pour lui-même et pour autrui. Donc c'est pour ça que les émotions ont un statut assez problématique. À la fois, évidemment, elles témoignent d'une connexion à nous-mêmes et à autrui, mais très rapidement, elles peuvent aussi être un gros obstacle, hein, puisque toutes les personnes qui ont des phénomènes, je dirais, d'émotions intenses, qui viennent comme ça de manière inattendue et en plus mélangées, ça pose un problème de disponibilité, hein. Elles ne sont pas disponibles pour le dialogue en général. Voilà. Et donc, il y a donc malgré tout une forme d'exigence qu'on peut avoir tout en étant disponible. Et quand on est disponible, donc, je disais, on essaie aussi de faire en sorte que l'autre soit disponible à nous-mêmes, hein. Parce que on veut être compris par l'autre et on veut le comprendre également. Et comprendre, ça veut dire donner du sens. Et donc, donner du sens, il faut un minimum d'exigence, notamment de clarté. Et c'est pour ça que dans les dialogues que je propose, il y a toujours un certain nombre de principes qui sont à respecter, en tout cas on essaye de respecter, et de compétences qui sont mises en œuvre, hein. Donc c'est pour ça que je dirais qu'être disponible, finalement, c'est un travail.
hein. Tout ça pour dire que voilà, la disponibilité ne nous est pas naturelle et elle l'est de moins en moins. Et pour se rendre disponible, il faut travailler à sa disponibilité, hein. Et donc, je disais donc respecter des principes du dialogue, mettre en œuvre des compétences qui vont mobiliser des ressources en vue d'un projet commun. Là, pour le coup, le projet commun qu'on pourrait avoir, c'est d'arriver à progresser dans la compréhension d'un thème, par exemple, ou dans la réponse à une question que quelqu'un se poserait, voilà, ou dans l'approfondissement d'un point, etc. Mais l'idée, c'est d'être toujours un peu hors de soi, c'est-à-dire d'avoir toujours en vue dans ce type de dialogue que si on se rend disponible, c'est à la fois pour soi, pour autrui, mais je dirais un peu pour la communauté aussi, dans le sens où questionner ou se faire questionner, par exemple, c'est aussi une forme de service que vous rendez à autrui, quoi, hein. Vous œuvrez pour la compréhension générale. Voilà. Voilà, et évidemment, le problème de la disponibilité, c'est que donc si c'est un travail, c'est qu'évidemment, il faut maîtriser les compétences. Et puis, comme tout travail, ça nécessite des efforts. Et le problème, c'est que les efforts, on ne veut pas toujours en fournir, quoi, hein. Donc, on préférera, de manière assez complaisante, je trouve, mais se laisser donc accaparer. Accaparer par quoi? Accaparer par nos soucis quotidiens, quoi, hein. Donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la maison, on s'occupe des enfants, on fait la lessive, on s'occupe de notre survie, pour ceux qui en sont là, de notre survie matérielle, hein, ou on s'occupe de notre survie, alors ça, je le vois beaucoup plus, notre survie sociale, c'est-à-dire, on veut sauver notre image, hein. On veut apparaître, par exemple, intelligent, hein. Donc on veut pas paraître bête. Et donc, pour pas paraître bête, on va trouver plein de stratégies soit pour pas répondre aux questions, soit pour ne pas dire qu'on ne sait pas, pour ne pas s'engager, pour faire des phrases longues et compliquées. On pense que ça fait bien, mais en fait, à la fin, ça veut plus rien dire. Voilà, hein, donc, je dirais le la défense de son image, de son statut, est quelque chose aussi qui quand vous regardez une série, vous n'êtes pas vraiment disponible, quoi, parce que vous êtes un peu capté par l'histoire, je dirais, oui, d'ailleurs, on dit bien, vous êtes captif, hein, une forme de captivité par la narration, qui est une forme de distraction qui nous excite, etc. Alors, je ne dis pas que faut pas le faire, que c'est pas agréable, mais ça peut poser des problèmes, en tout cas quand c'est fait de manière trop, de manière excessive, quoi. Voilà. Bon, écoutez,